nous étions dit que ça serait bien de parler un petit peu des nouveaux moyens de payer. Tout le monde entend parler de ces nouveaux moyens de payer, parfois les utilise. Mais ce qui nous a intéressé, c'était de le voir à travers le rôle du trésorier. Et en fait, est-ce que le trésorier a encore un rôle à jouer dans tout ça? Et pour parler de toutes ces questions-là, je vais vous proposer une dernière session en 2 parties. Une première partie avec Philippe Marchetti, la Société Générale, qui va nous faire un petit panel, un petit panorama de ces nouveaux moyens de payer. Et puis ensuite, avec 3 invités, Valérie Durand du PMU, Laurent Bertrand Elior et Leïla Youni d'Yves Rocher, pour que l'on puisse voir à travers 3 sociétés qui sont très utilisatrices de ces nouveaux moyens de payer, un peu quelles sont les questions que les trésoriers se posent. Voilà, Philippe, s'il te plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que cette convention est sous le thème du nomadisme. Donc, effectivement, les moyens de payer par nature, les moyens de paiement sont des moyens de paiement nomades. Ce qui existe, la carte, le chèque, le virement. Mais vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, l'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est d'adapter ces moyens de paiement au changement de comportement des consommateurs, des clients. Et ce changement de comportement, il est profond, et notamment le changement de comportement d'achat. Et logiquement, le moyen de paiement doit s'adapter. Alors je pense que vous êtes tous et toutes convaincus de ce changement profond de comportement des consommateurs. Juste quelques éléments d'illustration. On va commencer par un commerce que je connais un petit peu, celui de la banque. Il y a 7 ans, le mobile, c'était à peu près 0. Aujourd'hui, 2/3 des interactions des clients avec une banque, c'est via le mobile. Vraiment rupture dans le comportement. Dans les achats en ligne aujourd'hui, c'est 8% des transactions. Et parmi ces transactions sur le e-commerce, déjà 15% sont sur le m-commerce, via le mobile. Et chez certains grands e-commerçants, c'est plus d'un paiement sur 2, plus d'un achat sur 2 qui se fait via le mobile. Et même en dehors du e-commerce, dans le commerce de proximité, si des retailers étaient là, ils sont là dans la salle, je pense, ils pourront le confirmer, le mobile est aussi présent. On parle de plus en plus de parcours cross-canal, store to web, web to store, avec le succès remarquable qui a été rencontré par les drives, la présence de systèmes de bornes dans les magasins, de bornes connectées, l'usage du mobile aussi en proximité pour gérer ses points de feed, pour gérer ses promotions, l'usage de la géolocalisation, gérer sa liste de courses, tout ça sur un mobile. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est vendredi dernier, TF1 a annoncé qu'ils allaient lancer une application mobile pour le couponing en magasin. Voilà, tous ces changements profonds nécessitent de la part des paiements de s'adapter. Donc les paiements se sont adaptés, notamment au e-commerce. Ils s'adaptent et ils continueront à s'adapter. Alors à bien y regarder, en fait, ce n'est pas vraiment des nouveaux moyens de paiement au sens propre du terme, c'est plutôt des nouveaux moyens de payer. Alors, au-delà du petit jeu sémantique, ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, ces nouveaux outils sont là pour accompagner le consommateur dans son parcours d'achat tel que j'ai décrit tout à l'heure, mais derrière, le sous-jacent du paiement, le bon vieux paiement, lui reste le même. Ça peut être une carte, ça peut être un virement, ça peut être du SDD. Ce sont des moyens finalement fiables, simples et robustes sur lesquels s'appuient ces solutions de paiement. Et ça, c'est important pour les entreprises parce que ça veut dire que la manière de traiter ces flux-là derrière, elle n'est pas forcément en rupture avec ce qui existe aujourd'hui puisqu'on s'appuie sur une base qui est connue. Alors concrètement, voilà, ça donne à peu près ça. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près clair. Il y a une profusion d'initiatives un peu partout dans le monde, essentiellement françaises, mais pas que françaises sur ce slide-là. Je m'excuse auprès de ceux qui ne verraient pas leur logo sur ce slide-là. J'avais des contraintes de place. Donc on voit qu'il y a une multitude d'initiatives. En fait, ces initiatives ne répondent pas toutes à la même obligation, à la même cible. Vous avez toutes les solutions qui sont des solutions qui sont là pour accompagner le développement du e-commerce. Sous 2 axes principaux, tout d'abord, simplifier le parcours d'achat du client, éviter qu'il tape ses numéros de carte, etc. sur Internet, notamment sur un mobile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans le métro, vous avez la carte, le mobile, il faut taper le numéro de compte, c'est très compliqué. Et le deuxième axe, c'est celui de la sécurité. Sécurité pour le consommateur, ne pas divulguer ses numéros de carte sur Internet, etc.
et sécurité pour le commerçant, c'est-à-dire bénéficier de la garantie de paiement et être sûr que les transactions seront correctement payées. Le précurseur là-dedans était PayPal, à tout seigneur, tout honneur, beau succès. Aujourd'hui, il y a différentes initiatives qui traitent le même sujet, notamment en France, l'initiative Paylib qui regroupe aujourd'hui la majorité des banques de la place, mais il y a d'autres solutions qui existent sur le marché. Ça, c'est le monde du paiement par Internet. Quand je regarde le monde du paiement en proximité, et si je prends chronologiquement, on a eu le développement du paiement sans contact, à l'origine par carte. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais aussi, ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est des solutions de paiement via mobile. Alors là, il faut reconnaître que l'Europe était précurseur en la matière. La France et d'autres pays ont développé des solutions de paiement mobile qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent. Reconnaissons simplement qu'elles sont assez peu diffusées aujourd'hui, mais ça fonctionne. Ensuite, les États-Unis, des expériences intéressantes, notamment par les gens de PayPal, et puis une petite PME américaine du nom d'Apple qui se lance dans le paiement mobile avec le paiement NFC. Samsung suit. Je ne sais pas si vous avez vu, le Galaxy S6 est aujourd'hui doté de Samsung Pay, réplique à Apple Pay. Google est déjà présent sur ce marché-là et a fait des acquisitions récentes qui montrent qu'ils vont y rester, etc., etc. Windows ne tardera pas sans doute à sortir une solution. Sur ce marché du paiement mobile, aujourd'hui, tout le monde est présent. Les banques, les constructeurs, les grands retailers, les telcos, tout le monde est présent et c'est clairement un des enjeux de demain. Autre catégorie de moyens de payer, tout ce qui touche le paiement de personne à personne, le transfert d'argent, avec notamment de beaux succès dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, avec des solutions comme Orange Money ou M-Pesa, qui ont vraiment permis à un ensemble de populations qui n'étaient pas bancarisées de payer avec un mobile. Paradoxalement, c'est ce qu'on appelle le saut technologique. Il va y avoir des choses qu'on ne peut des fois pas faire en Europe, donc des beaux succès là-dessus. Sur les pays plus matures, pays occidentaux, le P2P est un marché qui est plus étroit et où, en gros, la promesse client est de dire on transfère de l'argent à un numéro de mobile. Si j'ai le numéro de mobile d'une personne, je peux lui transférer de l'argent avec un sous-jacent qui est derrière soit un virement, soit un paiement carte. Le nomadisme, c'est aussi avec une autre catégorie de solutions, le règlement de facture. Concrètement, sur mon mobile, mon mobile ou sur Internet d'ailleurs, ce n'est pas forcément mobile, je peux consulter des factures qui me sont envoyées par un créancier. La facture me convient, en un clic, je peux régler cette facture par virement et qui permet notamment au créancier de rapprocher le paiement de l'envoi de facture. C'est des solutions, par exemple en France, qui sont poussées par SEPAMail, mais il y a d'autres initiatives en Europe qui proposent ce type de solution-là. Si pour tous les sujets qu'on a vus en amont, on peut considérer que la France est plutôt dans le bon timing, sur le règlement des factures dématérialisées, on n'est pas forcément très en avance. Et puis, dernier point de mobilité, illustration parfaite de la mobilité, c'est ce qu'on peut appeler l'acceptation mobile. MPOS pour les intimes, si vous avez déjà croisé cet acronyme-là. C'est tout simplement la capacité qu'on a de transformer aujourd'hui un mobile en TPE. Donc concrètement, ça fonctionne avec un petit appareil comme ça, qui se plug en liaison Bluetooth avec un appareil que vous avez tous dans votre poche, qui est celui-là, et qui transforme votre mobile en TPE. C'est des solutions qui sont apparues au départ aux États-Unis à l'initiative de sociétés comme Square. Alors c'est plus facile aux États-Unis parce que comme ils ont que la piste, bon, ça leur a coûté un peu d'argent, mais enfin ils ont que la piste, donc c'est plus simple. Aujourd'hui, on a des déclinaisons qui aujourd'hui sont conformes aux réglementations européennes, c'est-à-dire EMV, avec l'usage de la piste. Vous pouvez considérer aujourd'hui que plusieurs acteurs sur la place, et notamment en France, proposent ces solutions. Voilà un petit peu ce qui peuple ce monde-là. Le temps étant court, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. On aurait pu parler de choses un peu plus déroutantes comme le Bitcoin, qui est carrément une monnaie virtuelle avec un peu espèce d'ovni dans les moyens de paiement. Mais plutôt, je voulais juste vous faire part de quelques convictions face à ce monde qui bouge beaucoup. Tout d'abord, si c'est un monde qui bouge beaucoup, on a la conviction qu'on a face à nous une évolution profonde des comportements d'achat et donc des comportements clients, mais qui dit évolution profonde ne veut pas forcément dire évolution brutale. Il y a une certaine forme d'inertie dans le comportement de paiement, et comme je le dis souvent, en 2015, 13% des paiements continueront à se faire par chèque. Voilà, donc ça rend humble, ça rend modeste, et ça oblige à regarder l'évolution de ces moyens-là avec un certain réalisme.
Pour autant, est-ce que, parce que ce mouvement n'est pas un mouvement brutal, il ne faut rien faire? Clairement, pour nous, non. Ne rien faire, ce n'est pas une option. Pour paraphraser certains humoristes, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je renvoie à certaines industries qui ont vu arriver le sujet un peu violemment. Deuxième conviction, c'est que les solutions de paiement, les solutions de paiement s'imposeront si elles répondent notamment à 3 caractéristiques. La première, c'est une obligation de simplicité. Toute solution qui s'avérait trop complexe à l'usage est systématiquement repoussée par les utilisateurs, et j'allais dire c'est bien comme ça. Le deuxième point, c'est la sécurité. C'est rarement un phénomène différenciant, mais par contre, très clairement, si vous avez une faille de sécurité aujourd'hui dans un système de paiement, moyen de payer ou moyen de paiement, c'est rédhibitoire, et donc c'est potentiellement mortel. Le troisième facteur clé de succès, c'est ce qu'on appelait la taille critique. Être capable de rapidement s'imposer sur un marché et d'être capable d'adresser rapidement beaucoup de banques, beaucoup de commerçants, beaucoup de consommateurs, de particuliers, beaucoup d'entreprises. Alors pour ça, il n'y a que 2 méthodes. La première, c'est de trouver l'idée géniale que personne n'a eue et qui s'impose naturellement comme le succès du siècle. Bon, on cherche, pas encore trouvé, on ne désespère pas. L'autre moyen, c'est de s'assurer, en tous les cas en tant que banque, d'avoir la plus grosse interopérabilité et la plus grosse standardisation des choses, de se regrouper pour proposer des solutions le plus standard et le plus communes possible, pour que notamment et les entreprises et les consommateurs puissent se dire « Ok, si je pars là-dessus, je pars avec une solution qui est la plus large possible ». Donc ça, c'est les 3 facteurs clés qui nous semblent importants. Quand je regarde la technologie, on peut commencer à fixer un certain nombre de choses, parce que la technologie, dans ces moyens-là, elle est quand même pas toujours simple à gérer. C'est que le NFC s'impose clairement dans le paiement en proximité. Aujourd'hui, en France, vous avez plus de 12 millions de paiements qui se font en NFC tous les mois. Et le chiffre progresse à 2 chiffres tous les mois, c'est-à-dire qu'on a plus de 10% d'incrément tous les mois. On peut clairement dire que cette technologie qui était dans les cartons depuis un moment, en 2014, et c'est confirmé en 2015, s'impose clairement sur le domaine de la proximité. Et le fait que la petite société dont j'évoquais tout à l'heure le nom, Apple, ait consacré le NFC dans sa solution de paiement mobile, renforce encore le succès attendu du NFC. L'autre point, en termes de technologie, c'est une phrase que vous avez peut-être vue déjà dans plusieurs présentations, c'est que le mobile sera au centre des solutions de paiement de demain. Alors le mot important dans cette phrase-là, c'est demain. Quand est-ce qu'est demain? Alors, objectivement, j'ai un scoop, c'est pas demain, ça c'est sûr. Et en fait, cette question-là, elle est compliquée parce que c'est pas la technologie, le sujet. Aujourd'hui, et je ne suis pas un martien, à titre personnel, je paye avec mon mobile mes achats sur Internet, directement avec l'application Paylib, parce que c'est celle qui est distribuée par mon établissement. Je paye en proximité avec ce même mobile, j'ai plus de 300 000 commerçants aujourd'hui en France. Je transfère de l'argent à n'importe quelle personne qui a un numéro de téléphone, toujours avec ce même mobile. Et si un créancier m'envoie une facture sur mon mobile, je peux la valider et la régler en direct. Donc technologiquement, ça marche. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas encore franchi le pas de toutes ces solutions-là. C'est normal, moi, c'est mon métier, donc j'ai aucun mérite. Mais donc, le vrai sujet, c'est celui de quand est-ce que sera ce demain. Alors la suite des événements, vous l'avez vu tout à l'heure, on est face à un écosystème qui est foisonnant. Nous, on pense qu'il va continuer à foisonner un moment. Alors ça veut dire qu'il y aura des apparitions nouvelles, sans doute. Il y aura des disparitions massives, certainement. Le slide que vous avez vu au début ne sera sans doute pas le même dans quelques années. Et donc, en fait, on va continuer à avoir toute cette forme d'apparition. Et d'ailleurs, le régulateur pousse à ça. Si vous regardez la DSP2, si vous regardez les réflexions qu'il y a de chaque côté de l'Atlantique sur les paiements en temps réel, le régulateur pousse là-dessus. Mais il y a 2 axes qui nous semblent majeurs en termes d'évolution et qu'on va surveiller avec attention. Le premier, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des nouveaux moyens de payer, mais est-ce qu'ils sont sûrs et est-ce qu'ils sont assez sûrs pour s'imposer demain ? Alors cette sécurité, elle se décline à plusieurs niveaux. Alors évidemment, on a tous en tête la sécurité notamment des paiements sur Internet, le taux de fraude, donc plus de garanties pour les commerçants, moins de fraude pour les porteurs,
Aujourd'hui, 3DS a permis de faire des choses. Le couple 3DS plus Score aura permis, je pense, en 2014, d'avoir un taux de fraude en vente à distance domestique en France qui sera en baisse. Je parle du taux. Mais très clairement, les choses vont évoluer, notamment sur la technologie 3DS. Je pense qu'on y verra un peu plus clair au cours du deuxième semestre. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des solutions qui reportent sur les commerçants, il y a aussi ce type de solution-là. Alors normalement, quand je présente ça, vous ne voyez rien. En fait, c'est une carte. Et même quand on est de près, on ne voit pas grand-chose. Cette carte, elle a quelque chose de particulier, c'est que le cryptogramme que vous connaissez tous au dos, c'est VX2 pour les intimes, ce cryptogramme est un petit écran qui change toutes les 15 minutes. Et donc, vous voyez bien que toutes les opérations de fraude sur des cartes qui sont ce qu'on appelle du phishing, dont les données sont capturées par des gens malveillants, eh bien, dans la mesure où ça change toutes les 15 minutes, vous avez beaucoup moins de fraude sur le paiement carte. C'est juste pour dire que cette évolution technologique, ce n'est pas que le mobile. On entend beaucoup parler de mobile, mais il n'y a pas que des évolutions sur le mobile, et la carte est quelque chose qui réagit. Système d'authentification plus sûr. Vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, des ateliers en ce sens. On peut transformer le mobile en système de sécurité, en espèce de clé réputée inviolable. Mais le coup d'après, c'est l'authentification biométrique. C'est-à-dire que les systèmes d'authentification pourront être par des systèmes d'empreintes, vous l'avez vu là aussi avec Apple, avec Samsung, d'autres choses apparaîtront là-dessus. La biométrie, c'est aussi la voix. Il y a des systèmes qui s'appellent aujourd'hui Talk2Pay, qui sont distribués par expérimentés par certaines banques, pas la mienne, ce qui prouve que je suis ouvert à tout, qui permettent d'authentifier un paiement uniquement par la voix. Donc ça, c'est des solutions de demain en matière d'authentification. Sécurité des références. Alors là, très important aussi, ce que j'appelle les références, c'est quoi? C'est les numéros de carte. Je ne fais pas un dessin, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Si on se fait pirater le numéro de carte, ça peut poser quelques problèmes. Donc on a des solutions pour ça qui visent à généraliser ce qu'on appelle la tokenisation, qui crypte en fait le numéro de carte, qui fait que le numéro de carte, s'il est dérobé, est en fait qu'un token et un alias, on va dire, du vrai numéro de carte. Mais ça, on le sait sur le numéro de carte. Je voudrais vous sensibiliser aussi sur l'importance de l'IBAN, notamment dans un monde où il existe un joli produit qui s'appelle le SDD. Il est probable qu'à terme, on ira vers des solutions aussi de cryptage de l'IBAN pour des questions là aussi de sécurité. Et puis, dernier point de sécurité qui est clé, la sécurité des données de paiement. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que, vous le savez bien, hein, ce qui a fait la fortune de certaines grandes sociétés, notamment aux États-Unis, c'est justement d'être capable de monétiser les données. Qu'est-ce qui se passe si demain, des acteurs s'intermédient dans le paiement, proposent des solutions de nouveaux moyens de payer, qui s'appuient éventuellement sur des moyens de paiement classiques, ce n'est pas la question. À qui appartiennent les données? Qui peut l'utiliser? Est-ce qu'il y a un business model derrière la monétisation des données? Est-ce que les consommateurs l'accepteront? En tout état de cause, ça c'est un élément clé aussi du futur, c'est cette gestion et cette propriété des données. Donc le premier axe, c'est celui-là, la sécurité. Le dernier, et je terminerai par là, c'est tout ce qui touche à l'intégration du paiement au parcours d'achat. On a vu, on a des solutions de paiement aujourd'hui sur Internet, des solutions de paiement en proximité. Elles vont sans doute, c'est inévitable, converger vers des solutions uniques. Et tout l'enjeu, c'est d'intégrer ce paiement dans des parcours d'achat. C'est logique. On imagine que demain, des gens utilisent leur mobile en magasin, en proximité ou sur Internet. On a des moyens de paiement qui sont sur le mobile. Pourquoi pas mixer les deux pour avoir une solution le plus intégrée possible? Donc ça, c'est très séduisant. Il y a des solutions qui commencent à émerger sur ce modèle-là. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans l'exécution, il est impératif que ces solutions gardent deux des facteurs clés de succès, en dehors de la sécurité, c'est évident, qu'on a évoqué tout à l'heure. Il faut que ça reste simple, et quand on veut l'intégrer, ce n'est pas toujours évident. Et surtout, il faut que ça reste le plus universel possible. Et donc, ça sera ça le challenge des années à venir, c'est comment intégrer un paiement qui se veut universel, si on veut qu'il soit adopté par tout le monde, dans des parcours qui sont mécaniquement des parcours propriétaires des enseignes ou des commerçants. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère vous avoir convaincu qu'on est dans un monde qui bouge, qui évolue de façon à peu près inexorable vers plus de moyens de paiement, on va dire, modernes. Et à titre personnel, je suis convaincu que les trésoriers d'entreprise ont un rôle clé à jouer là-dedans pour orienter les entreprises sur les bons choix. Parce qu'honnêtement, le choix n'est pas simple. Mais pour parler de métier de trésorier, je vais arrêter de faire parler le banquier. Donc je vais demander à Leïla, Valérie et Laurent de me rejoindre sur scène et de nous faire part de leur expérience à eux.
Vous avez beaucoup de questions à poser. Vous pouvez évidemment les poser en utilisant ConnexMe, il n'y a pas de problème. Et on va déjà commencer à poser une première question à chacun, ou à vous d'ailleurs. Alors je vous pose votre première question. Attention, avec votre appareil à sondage, avez-vous déjà pris... Je ne sais plus quelle est la première question. Vous pouvez l'afficher s'il vous plaît? Avez-vous déjà pris un... Je ne sais plus par qui on commence. Un repas chez Elior? Oui ou non? Je peux pas voter. Merci de vos réponses. Combien ont déjà pris un repas chez Elior? Les résultats s'affichent maintenant. Préparez-vous pour la deuxième question. Un repas chez Elior? Eh bien, voilà. Laurent, bonne nouvelle. Une majorité des participants a déjà déjeuné chez toi. Merci. Merci, Madame Bertrand. Deuxième question. Attention, attention. Avez-vous déjà pris un coup de jeûne chez Yves Rocher? Mesdames, 40 millions de clientes chez Yves Rocher. Vous en faites certainement partie. Les résultats? Avez-vous déjà pris un coup de jeûne? Non, Rafi, non, pas toi. Tu vas avoir 50 ans après-demain. Eh bien, donc, on n'a pas de réponse, oui. Ah, il n'y a pas eu la question? Ah, voilà. C'est qu'on doit être bloqué. Elle est arrivée? Ça y est, vous l'avez eu? Très bien. Voilà. Attention. Oui, Véronique, tu réponds oui? Parfait, oui, 2 fois la question. C'est pour que tu puisses répondre 2 fois. Alors la bonne réponse à cette question était oui. Eh bien, il serait temps quand même de féminiser cette profession qui est quand même un peu trop masculine. Je pense qu'il y a un biais statistique là. Et enfin, la dernière question. Avez-vous déjà pris un pari au PMU? Et là, normalement, c'est une question pour les hommes. Pas forcément. Eh bien non. Tu réponds non, Rafi? T'es pas très parieur, toi. Réponse à cette question, avez-vous déjà pris un pari au PMU? Alors? Eh bien, Valérie, j'ai une très très bonne nouvelle. Il y a 2 tiers de prospects et 1 tiers de clients. Voilà. Alors comme il y a à peu près 2 tiers de trésoriers et 1 tiers de banquiers, enfin de là à faire une statistique rapide, c'est pas mon genre. Enfin bon. Alors première question que je voudrais poser première vraie question là. On commence par Leïla de mémoire. Oui, je reconnais son jardin. Leïla, quelques mots sur nouveaux moyens de payer, Yves Rocher, parcours client, tout ça, voilà. Où est-ce que vous en êtes chez Yves Rocher? Bonjour, donc Leïla Youni, je travaille à la trésorerie du groupe Yves Rocher. Aujourd'hui, Yves Rocher, c'est plusieurs marques. On a les marques de cosmétiques spécialisées, donc la marque Yves Rocher, forcément, Dr Pierrico, Daniel Jouvence, Flormar, le textile, Petit Bateau. Et donc toutes ces marques-là s'inscrivent dans la même réflexion qu'on a autour des moyens de paiement, qui sont vendus à la fois par correspondance, par Internet et en magasin, où on s'interroge principalement sur Internet sur quel moyen de paiement va émerger sur le marché et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, on est assez pauvre sur Internet en termes de moyens de paiement et on souhaite développer ces moyens de paiement, mais on est en attente de voir quel acteur va émerger et qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place sur Internet. En proxy, on a d'autres problématiques qui sont notamment liées au parcours client. Comment inscrire le paiement dans le parcours client et comment est-ce que le paiement peut être acteur et une forme intégrale du parcours client. Et sur Stanome, qui est une marque de produits d'entretien qu'on vend par vente directe, donc à la manière des réunions Tupperware, comme vous connaissez. Donc une conseillère va chez nos clients finaux et va vendre nos clients. Donc elle propose des paiements en espèces et en chèques aujourd'hui. On souhaite intégrer la carte bancaire et notre réflexion s'articule autour de les MPOS, par exemple, qui pourraient être une solution pour proposer via le paiement mobile la carte bancaire à nos clients via nos conseillères. Donc
nous, nos choix en tant que trésorier, ils s'articulent sur plusieurs critères. Et comme le disait tout à l'heure Philippe Marchetti, il y a principalement le premier choix, c'est la simplicité et la rapidité. Il faut que ce soit simple et rapide. Nos clientes sont des ménagères de plus de 50 ans, principalement axées dans des milieux ruraux. Et donc, il est important pour nous de pouvoir proposer des outils simples, des moyens de payer simples. Ensuite, il faut que ce soit sécurisé, puisque aujourd'hui, la fraude nous coûte de l'argent. Donc, on a besoin d'outils sécurisés et de moyens de payer sécurisés. Et puis, il faut que ce soit aussi économique, puisqu'on est des trésoriers et que rien ne doit coûter cher. Et à la marge, je dirais que je rajouterais que le quatrième critère, qui est moins important, moins décisif dans nos choix, mais qui est laid pour notre métier, c'est tout ce qui est suivi des reportings et la gestion des coûts, commissions, chiffre d'affaires et impayés s'il y a fraude. Voilà. Merci Leïla. Je propose de passer la parole à Laurent, sans transition. Laurent, quelques mots sur Elior. On n'imaginait pas tellement Elior et le nouveau moyen de paiement, et pourtant, vous allez nous le démontrer. Donc on exerce nos métiers dans la restauration collective, donc dans les cantines comme on l'a vu, dans les écoles, les entreprises, les maisons de retraite, les cliniques, et également dans le métier qu'on appelle la concession. Donc on va vous accompagner également sur vos lieux de voyage, donc dans les gares, les autoroutes, les aéroports, les musées, les parcs des expos, les centres de loisirs également chez Center Parcs. Donc cette restauration, on l'exerce dans 18 000 points de restauration et de vente, 3,8 millions de clients par an et dans 13 pays. Et on est amené à encaisser à peu près tout ce qui existe en matière de moyens de paiement, donc on prend tout, voilà. Donc en plus, le chiffre d'affaires d'Elior, c'est à peu près 5,5 milliards d'euros, avec un ticket moyen qui est plutôt faible. Donc en matière de gestion des paiements, on a une volumétrie considérable et notre boulot en tant que trésorier, c'est de gérer, d'optimiser les solutions de paiement, de proposer des solutions innovantes pour nos clients. Donc l'idée sous-jacente à tout ça, pour moi, il y a 3 points qui sont essentiels. C'est premièrement, réduire les coûts de traitement liés aux encaissements. Coûts de traitement, je parle de coûts administratifs, bien évidemment, donc la dématérialisation, la mobilité en est un. Les coûts liés propres aux moyens de paiement, donc là, on a de tout. C'est assez varié en matière de coûts. Et en matière de coûts de traitement, mais aussi d'optimisation, c'est gérer la file d'attente, c'est-à-dire faire en sorte que le client il ait un circuit fluide pour prendre son repas, régler et aller manger tranquillement, puisque le repas, c'est un moment de pause, un moment de détente. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en tant que trésorier, c'est sécuriser les encaissements. Donc faire en sorte que l'argent qui est encaissé arrive bien sur nos comptes, qu'on évite la fraude, on en a parlé déjà, s'assurer que tout soit sécurisé. Et le troisième point, et non le moindre, c'est rester attractif pour nos clients, donc faciliter leur acte d'achat et leur donner envie de venir se restaurer chez nous. Donc, avec on assiste à un foisonnement, on l'a dit tout à l'heure, des moyens de payer, et on se rend compte que l'acte d'achat, dans l'acte d'achat, le moyen de paiement devient central. Je vais vous raconter une petite anecdote. On a fait, il y a quelques mois, on a organisé au sein d'Elior une réunion, un séminaire digital qui regroupait les cadres d'Elior, tout type de cadre, fonctionnel jusqu'à opérationnel. Et on a isolé des cibles clés sur lesquelles on souhaitait investir dans le digital. À partir de là, il y a eu un vote. Et qu'est-ce qui est sorti en premier? C'est l'optimisation des systèmes d'encaissement et des moyens de payer. Comme quoi, quelles que soient les couches dans la société, l'acte de payer est devenu central. Donc plus que jamais aujourd'hui, on travaille avec les opérationnels pour proposer des solutions globales qui répondent de façon simple et ergonomique aux attentes de nos clients. Et le chantier est plutôt énorme.
Bon, ça peut passer par la mise en place de bandes de commandes à l'avance de votre repas. Ça peut passer tout simplement par la dématérialisation du mandat dans le cadre du SDD. C'est la possibilité de charger son badge de cantine sur son mobile sans avoir à saisir ses codes de carte bancaire. C'est l'acceptation du paiement sans contact en caisse ou sur des distributeurs de boissons. Donc le chantier et les investissements sont larges. Donc en termes d'investissement, je clôturerai par ça, compte tenu du foisonnement des solutions qui nous sont proposées, à nous, trésoriers, de dire « OK, ça, on y va, ça, c'est super, ça, c'est un peu coûteux ». Voilà, les choix d'investissement sont pas simples, et d'autant plus que on doit être précurseur d'une certaine manière, et parfois l'universalité n'est pas là. Donc c'est toute la complexité, donc je vous souhaite à tous bon courage. Je nous souhaite bon courage. Merci Laurent. Valérie, quelques mots sur le PMU, donc finalement méconnu visiblement par 2/3 des participants. Donc je vous laisse leur expliquer ce que c'est que le tiercé, le quarté et le quinté plus. Je ne vais pas aller jusque-là. Je leur conseille d'aller sur notre site internet et de s'inscrire et d'ouvrir un compte. Comme ça, ils auront l'expérience de pouvoir jouer à tous ces paris et à d'autres. Alors, le PMU, qui sommes-nous? Nous sommes le 2e opérateur mondial de paris hippiques, le premier opérateur de jeux en ligne en France, avec 2 composantes. Un réseau physique qui correspond à 12 500 points de vente partout en France, qui propose du pari hippique essentiellement, et une activité Internet qui a 3 sous-jacents, le hippique, le sportif et l'eau-poker depuis 2010. Alors, sur les moyens de paiement, forcément, ils sont différents entre le online et la partie physique, point de vente. Sur le online, on propose bien évidemment la carte bancaire, les cartes prépayées bancaires et non bancaires, et les porte-monnaies électroniques de type PayPal. Et bien sûr le virement qui reste encore utilisé par certains parieurs. En proximité, là, effectivement, on a aussi des espèces, puisque le pari moyen est à 11 €, donc est tout à fait éligible aux espèces, tout comme Elior, je pense. Par contre, on a mis en place une plateforme monétique centralisée sur laquelle sont branchés en fait 13 000 pinpads et environ 5 500 bornes équipées d'un kit monétique. Depuis la fin de l'année 2014, nous avons déployé sur les 13 000 pinpads le paiement sans contact pour justement continuer à proposer je dirais un usage dans le paiement, ce qu'on disait tout à l'heure, une façon de payer un petit peu différente que ce qu'on a connu traditionnellement. Alors, je rejoins un peu mes collègues sur le rôle du trésorier. Effectivement, en point de vente, clairement, nous, l'objectif, c'est de continuer à dématérialiser les paiements. Ça passe par la carte bancaire, par le paiement mobile sans contact. Et effectivement, on souhaite mettre en avant en fait, toutes les technologies universelles de préférence pour justement proposer à nos parieurs des solutions qui fonctionnent quasiment dans tous les cas et partout. Sur ces solutions, effectivement, on va regarder le côté coût, le côté aussi expérience client pour justement faire en sorte qu'il y ait une certaine adhésion et une vraie expérience client un petit peu différente. Clairement, on pense que le mobile également sera l'outil de demain. Maintenant, notamment que la carte a encore un certain nombre d'années avant d'être complètement dématérialisée. Voilà, donc effectivement ce rôle-là, et puis une meilleure connaissance de nos clients aussi, par des cartes de fidélité, par de l'enrôlement, pour mieux les connaître, parce qu'on a aussi dans notre réseau physique des clients anonymes qui ne sont pas en compte et sur lesquels on doit enrichir notre connaissance. Merci Valérie. Alors on a pas mal de questions qui sont arrivées.
J'en ai une qui concerne le paiement sans contact. Est-ce qu'on a quelques chiffres, peut-être précisément sur le nombre de TPE, le nombre de transactions, Philippe? Et puis, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une expérience un peu différente, avec éventuellement beaucoup d'utilisation, ou au contraire, pas du tout? En ce qui concerne les chiffres, les TPE, ça doit, je crois qu'il y en a environ 300 000 aujourd'hui. Il faut savoir que la majorité des banques aujourd'hui équipent à peu près systématiquement leurs clients en terminaux sans contact. Le problème, c'est que la vitesse de renouvellement du stock prend un certain temps. Il y a, je crois, 40 millions de cartes sans contact aujourd'hui en circulation en France. Il y a 12 millions de transactions tous les mois, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et moi, ce que je constate, c'est que nous avons, nous, généralisé le sans contact à toutes nos cartes depuis le mois d'avril dernier, d'avril 2014. Et après 6 mois d'utilisation, on avait plus d'un client sur 3 qui s'en était servi au moins une fois, alors qu'on les mettait, entre guillemets, par défaut aux clients. Donc on a été surpris, pour tout dire, de la vitesse à laquelle les gens adoptaient le paiement sans contact et le nombre de gens qui le refusent. Il suffit en ligne de le débrancher. Il suffit de cliquer sur un truc, le sans contact est désactivé. On a des taux de désactivation qui sont de 1,5%, quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà quelques chiffres. Est-ce que l'un d'entre vous a une expérience particulière sur le sans contact? Côté PMU, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que nous, on a déployé notre matériel à partir de septembre jusqu'à janvier, donc pour déployer ces 13 000 PIN-pads. Et dès septembre, en fait, on a constaté que le paiement sans contact progressait. C'était déjà 1% finalement de nos transactions CB par jour. Et depuis, on prend 1% par mois, ce qui fait qu'actuellement, le paiement sans contact dans nos transactions CB de proximité, aujourd'hui, c'est 4% au PMU, ce qui est logique par rapport à notre panier moyen. Et c'est donc largement supérieur à la moyenne nationale, puisqu'on est à 1,5%. Je n'ai peut-être pas le dernier chiffre en tête, mais on était dans cet ordre de grandeur-là au niveau de... Donc pour nous, c'est pareil, c'était un peu surprenant. Je ne pensais pas que ça allait être utilisé aussi rapidement. Ce que je ne sais pas dire aujourd'hui, c'est quelle est ma part de paiement carte par rapport au paiement mobile. On subodore bien que le paiement mobile, il est très très light, mais aujourd'hui, je n'ai pas la distinction au niveau de mes banques, et donc je ne sais pas dire la part du paiement mobile par rapport au paiement carte. Mais en tout cas, c'était une très bonne surprise, et ça continue à augmenter régulièrement. Donc, clairement, nos parieurs sont une bonne cible pour le paiement sans contact. Merci. Alors, on est un peu pris par le temps si on veut respecter et atterrir à l'heure, ce qui est absolument indispensable. Je vais prendre une dernière question, celle de Quentin Frangeul. Quels sont vos clients et qu'attendent-ils en matière de paiement? On va parler du foisonnement, etc. Est-ce que tous vos clients sont les consommateurs? Est-ce que le client du restaurant Elior, c'est ma fille qui va déjeuner à la cantine et qui me dit qu'elle a la langue de bœuf, alors qu'en fait, c'est pas vrai? Il n'y en a plus. Maintenant, je sais. Voilà. Donc, qui sont vos clients et que vous demandent-ils? Alors, nos clients, ce sont évidemment les clients finaux, mais au-delà de ça, nos clients, ce sont aussi nos prescripteurs. Nous, on offre des offres de restauration, mais on n'intervient pas chez nous. On intervient chez des tiers. Ces tiers pouvant être des collectivités, des entreprises. Et dans ce cadre-là, ces prescripteurs, on répond à un appel d'offres, et dans l'appel d'offres, on va nous demander d'accepter toute une liste de moyens de paiement de façon obligatoire. On ne peut pas s'y soustraire. Donc finalement, le prescripteur, ce n'est pas forcément le client final qui, lui, il voit tout ce foisonnement, mais il n'a pas forcément en main le moyen de paiement qui est imposé par son entreprise ou la collectivité. Donc on se retrouve confronté à ça et on est obligé de répondre à cette demande-là. On n'a pas forcément le choix que d'accepter, de permettre à nos clients d'accepter ce type de moyen de paiement. Donc on le met en place, on fait des développements pour pouvoir accepter ce moyen de paiement et finalement, il n'est pas utilisé. Donc c'est un problème aujourd'hui. Laïla, peut-être un tout petit point qui m'intéresse. Je ne suis jamais allé à Boulogne, mais je lis la presse. Fivory. Et donc, j'ai entendu parler de Fivory et du fait que maintenant, quand on se balade dans une rue à Boulogne, on passe à côté d'un magasin Yves Rocher, il y a un shampoing qui arrive directement dans le cabas que je tire. C'est vrai ou pas? C'est vrai.
On a décidé avec Yves Rocher de participer à l'expérience Fivory, qui est le shopping connecté. En fait, c'est une application qui permet aux clients de choisir son magasin favori, sa marque favori. Et puis ensuite, il a un fil d'actualité qui se déroule un peu comme sur Facebook ou Twitter, où on a toutes les informations. Et il peut payer via son mobile. Ça lui permet aussi d'obtenir du couponing et de la fidélité grâce à l'application Fivory, au-delà de sa carte de fidélité Yves Rocher. Et donc on est assez satisfait de cette expérience, puisque à la fois le paiement s'intègre dans le parcours client, et au-delà de ça, ça nous permet aussi d'avoir une connaissance de nos clients, de savoir ce qui les intéresse. Aujourd'hui, sur les moyens de paiement et sur le foisonnement dont parlait tout à l'heure Philippe, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui émergent. On a du mal à se positionner, on est plutôt attentiste, on attend de voir quel acteur va émerger. On voit qu'il y a Paylib, par exemple, qui est un wallet qui est en train d'émerger avec 3 des principales banques, enfin 5 maintenant peut-être. 5. Donc il en manque 2 pour que ce soit universel en France. Voilà, donc on est aujourd'hui en train de voir un peu ce qui émerge sur le marché et de voir comment est-ce qu'on inscrit le moyen de paiement dans le parcours client. Merci Laïla, merci Laurent, merci Valérie, merci Philippe.